La nuit, lorsque la cloche du village sonna la dernière heure, un paquet enveloppé dans une toile fut apporté chez l'herboriste. À l'intérieur se trouvaient des bouquets d'herbes séchées, un pot de miel foncé et un petit cahier qui sentait la fumée. Sur la couverture, quelqu'un avait griffonné un signe ressemblant à une lettre tirée des livres du monastère. L'apprenti feuilleta les pages et découvrit des listes de femmes, des dates, des montants pour des rituels de guérison et des notes sur des visites secrètes au monastère. La peur lui noua l'estomac. Des rumeurs sur d'étranges recettes circulaient depuis déjà un mois, mais elles étaient désormais confirmées par des notes écrites. Le lendemain matin, elle alla se confesser et remit le rouleau, espérant que tout se terminerait rapidement et discrètement. Je salue les spectateurs en tant que narrateur masculin. Je vous invite à écrire dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo et je vous souhaite une agréable écoute. Puis commença ce à quoi le village n'était pas préparé. Le clerc local dit qu'il allait vérifier le cahier et le rendre à son propriétaire, mais le cahier disparut. Le même jour, des gens ont commencé à se présenter à la porte de l'herboriste pour demander s'il était vrai que l'on fabriquait des potions interdites dans la maison. La jeune fille a vu le clerc discuter avec le régisseur du domaine d'un noble protecteur. Ils se tenaient près de l'écurie et tournaient entre leurs mains un petit sac en cuir contenant de la cire attachée à un cordon. La jeune fille reconnut le sceau, car elle avait souvent retouché les mèches des bougies dans l'église et avait vu ce signe sur les bougies commandées. Elle mémorisa ce détail et ne dit rien. Elle s'appelait Marguerite. Elle avait grandi dans la maison de l'herboriste Matteo, réparait les mortiers, préparait des décoctions contre la fièvre, notait dans un cahier à qui et combien on en donnait. Dans le village, on la considérait comme l'ombre du vieil homme et on ne la prenait pas au sérieux. On la trouvait pratique, petite, rapide, silencieuse. Elle écoutait en silence les femmes discuter à voix basse des rituels pour lesquels elle payait en céréales et en huile. Au début, tout le monde pensait qu'il s'agissait simplement d'une nouvelle façon de soigner les maladies honteuses, mais les conversations étaient ponctuées de larmes, de peur et de promesses de silence. Marguerite a commencé à comparer ce dont elle se souvenait du cahier disparu avec les registres paroissiaux. Le soir, lorsque la cloche sonnait pour le vêpres, elle se rendait à la sacristie sous prétexte d'aider et cherchait les montants des bougies, les notes sur les prières privées et les dons au monastère. Étonnamment, les lignes formaient un seul et même dessin. Les jours où le cahier mentionnait des rites, le registre paroissial indiquait des dons provenant de la même cour et de nouveaux rouleaux de cire coûteuse étaient déposés dans les coffres du monastère. Le village n'avait pas cet argent. Cela signifie donc que quelqu'un de riche, qui pouvait acheter le silence, payait. Pendant ce temps, le clerc disait qu'il n'y avait pas de cahier et qu'il fallait cesser toutes ces discussions. Il assurait à l'intendant que le bruit nuirait au protecteur, car le nom d'un homme noble apparaîtrait dans les rumeurs. L'intendant murmurait qu'il valait mieux brûler le papier et oublier. Marguerite entendit cela à travers le mur, alors qu'elle apportait de l'herbe pour l'encens à l'église. Ces mots étaient simples et effrayants. Elle comprit que sa confession avait été réduite au silence. À partir de ce jour, des menaces mineures mais persistantes ont commencé. Quelqu'un a gravé le signe d'une sorcière sur la clôture de la maison de l'herboriste. Le soir, on a trouvé sur le seuil un bouquet d'abeilles enveloppé dans du lin et un pot contenant de la suie. Cela ressemblait à une simple méchanceté de villageois, mais chaque objet avait une signification. « Tais-toi ». Cette situation, qui ressemblait à une banalité quotidienne, s'est transformée en suspense. Chaque ombre nocturne ressemblait à un messager du monastère, chaque bruissement derrière la fenêtre semblait être des pas. Le vieil homme Matteo devint grave et silencieux. Il cessa d'enseigner à Marguerite, cacha les mortiers et baissa les yeux lorsqu'elle lui demanda son cahier. À midi, le troisième jour,
un messager du monastère arriva à la maison. Il apporta un simple paquet d'herbes et une brève demande de restitution des notes qui s'étaient retrouvées par hasard dans la maison. Le paquet était scellé du même cordon provenant du petit sac en cuir. Marguerite le reconnut et comprit que le monastère ne voulait pas de médicaments, mais du papier. Elle ne trouva pas le cahier chez Leclerc, ni dans les coffres de Matteo, ni dans la sacristie. Mais il lui restait ses souvenirs, les chiffres et les cachets étrangers gravés dans ses yeux. Elle fit ce à quoi personne n'avait pensé dans le village. Elle prit les registres paroissiaux des dons, les registres des bougies et des commandes de messe, fit des copies des cachets et commença à établir des listes. Cette personne discrète fit preuve d'une attention et d'une précision inédites pour la communauté. C'était son métier secret, voir comment un chiffre s'accroche à un autre, comment des mains étrangères laissent une empreinte sur la cire, comment un fil passe par le même nœud. Quand elle apporta ses notes à Matteo, le vieil homme resta longtemps assis à la table, touchant ses chiffres du doigt, puis finit par admettre ce qu'il avait peur de dire. Il raconta qu'au début du printemps, on lui avait glissé des ordonnances portant le sceau du monastère. Il y avait là des mots apaisants, agrémentés d'enseignements, qui pouvaient être interprétés comme une autorisation de violence sous couvert d'aide. Le vieil homme l'avait compris trop tard. Il n'y avait pas prêté attention, car il faisait confiance au sceau et aux blouses blanches. Mais maintenant, en regardant les notes de Marguerite, il voyait comment tout cela s'articulait. À partir de ce moment, ils devinrent complices. Marguerite tenait entre ses mains l'idée qui manquait au clerc et à l'intendant. Elle comprit que le monastère et le protecteur se nourrissaient mutuellement. L'un donnait le sceau, l'autre apportait la cire et le silence, et entre eux se trouvaient les femmes qui venaient la nuit et repartaient dans le silence. Le village commença à murmurer plus fort. À la porte de la boutique, les rumeurs se répandirent comme du sel sur un tissu. Quelqu'un se souvenait que, pendant l'hiver, des messagers arrivaient au monastère avec des rubans timbrés. Quelqu'un se souvenait que l'intendant avait un nouveau manteau et que le clerc avait un nouveau livre. Marguerite savait que ce n'était pas une preuve, mais elle savait aussi que si l'on empilait de petites pierres pour former un mur, on obtenait un chemin. Un jour, une charrette chargée de laine s'est approchée du pont. Un marchand venu de loin était assis sur le siège. Il s'est arrêté devant la porte de l'herboriste et a demandé de l'eau. Pendant qu'il buvait, il regardait attentivement les seaux sur la boîte à bougies. Il a dit qu'il connaissait ce signe, car le même sceau était apposé sur les lettres d'une cour commerciale. Ces paroles résonnèrent comme une clé dans une serrure. Le marchand comprit que l'on ne fabriquait pas seulement de l'encens à l'intérieur de la ville. Il montra son livre de comptes, où figurait dans la marge le même motif que sur le ruban. Marguerite fut très inquiète. Elle avait désormais un fil conducteur vers la ville. Le marchand s'appelait Lambert. Il se rendait aux foires de Milan et de Côme, et en hiver, il vivait longtemps dans des maisons au sol en pierre. Il était étranger, mais son livre de comptes et ses cachets valaient plus que tous les mots du village. Il dit qu'il pouvait confirmer l'origine de la cire et le parcours de l'argent. Sa volonté inattendue d'intervenir permit de sortir l'affaire de l'impasse. Le soir, Marguerite se rendait au monastère sous prétexte d'acheter des onguents. Elle voyait le clerc échanger des papiers avec le cellérier du monastère, des paquets de cire à cacheter disparaître dans le cellier, le sonneur de cloche nain ramasser les morceaux de cachet dans une boîte. Tout le monde pensait que le sonneur de cloche était simple d'esprit, car il boitait et parlait peu. Il était de petite taille et marchait toujours la tête baissée, mais il rassemblait des preuves sans s'en rendre compte. Il ramenait chez lui chaque seau brisé, comme un enfant ramasserait des pierres brillantes. Marguerite eut l'idée de lui demander sa boîte. Elle expliqua qu'elle voulait réparer un cachet à la cire. Le sonneur acquiesça et la lui donna. Dans la boîte se trouvèrent des fragments de sceaux avec deux motifs différents. L'un était monastique, l'autre familial. En assemblant les fragments,
on obtenait un nouveau motif. Ainsi, la preuve n'était plus seulement un chiffre, mais aussi un objet. Mais le clerc sentit que quelqu'un s'approchait de ses fils. Pendant la nuit, le toit de la maison de l'herboriste prit feu. Le feu était petit et s'éteignit rapidement, mais tout le monde comprit qu'il ne s'agissait pas d'un accident. Le lendemain matin, le vieil homme fut convoqué au monastère. Il revint tard, sombre et sans chapeau. Il dit qu'on lui avait ordonné de se taire, sinon Marguerite serait traitée de petite sorcière. Marguerite comprit qu'un simple calcul ne suffirait plus. Elle alla voir Lambert et lui demanda de montrer le livre à quelqu'un de plus haut placé que le clerc. Lambert répondit qu'une commission épiscopale allait bientôt arriver en ville pour vérifier les affaires relatives aux collectes. Il a dit qu'il pouvait faire passer ces gens pendant la nuit pour ne pas faire de bruit. Il n'aimait pas se mêler des affaires des autres paroisses, mais il a dit qu'il voyait dans les listes ce qu'il avait vu dans sa ville natale avant le grand malheur, l'argent d'une seule cour et des sceaux reliés par 2 mains. Marguerite savait que son destin n'était plus le seul en jeu. Elle se souvint de sa mère. Sa mère était blanchisseuse dans la propriété de son protecteur et mourut lentement, comme un feu qui s'éteint dans un poêle. Elle racontait qu'un homme noble, qui venait la nuit, avait promis de l'aider. Après sa mort, Marguerite fut recueillie par un herboriste. Il disait que sa mère avait demandé à ce qu'il s'occupe d'elle. Il disait qu'il devait accomplir son devoir envers la femme du village. Marguerite ne s'était pas demandé pendant longtemps pourquoi le vieil homme l'avait accueillie comme sa propre fille alors qu'il aurait pu refuser. Maintenant, la question se posait. Le vieil homme Matteo n'en parla que la nuit, lorsque la fumée envahit à nouveau la pièce. Il raconta qu'il y a de nombreuses années, sa sœur travaillait dans la cuisine d'un monastère et était devenue servante dans le domaine de son protecteur. Il raconta qu'un des fils du protecteur venait au monastère et laissait des cadeaux. Il a dit que ce même homme avait laissé un enfant étranger et un sac de farine dans le village. Matteo a laissé entendre que c'était précisément ce fils qui était maintenant leur clerc. Ces mots la glacèrent. Marguerite comprit pourquoi le clerc cachait si nerveusement les sceaux et protégeait tant le nom du noble. Il s'avérait que le protecteur nourrissait son propre fils et que celui-ci fermait les yeux sur le mal. C'était une parenté cachée, dissimulée dans le tissu gris de la colonie. Cela expliquait beaucoup de choses. Marguerite décida d'agir rapidement. Le jour convenu, Lambert amena des gens de la ville. C'était un petit groupe accompagné du greffier épiscopal. Ils vinrent sans torche et sans bruit, vêtus de capes sombres et les mains vides. Ils ne demandèrent que 2 objets, le livre de Lambert et la boîte contenant les fragments des sceaux. Ils écoutèrent Marguerite, comme on écoute un maître à son établi, sans l'interrompre, en précisant les dates et les montants. Le scribe remarqua que les séries concordaient avec les jours des rites nocturnes. Il remarqua que la cire molle provenant du même atelier était utilisée pour les sceaux apposés sur les lettres du monastère. La nuit, ils se rendirent à la sacristie et vérifièrent les plis des bougies. La cire était celle que Lambert avait mentionnée dans son livre comme étant coûteuse et rare. Dans la cave, ils trouvèrent un petit sac contenant le ruban en question. Dans la chambre du sacristain, ils trouvèrent des recettes écrites d'une seule main, mais avec 2 cachets. Dans la chambre du clerc, ils trouvèrent une enveloppe vide sur laquelle il restait des traces du cachet retiré. Le sonneur de cloche, qui pensait passer inaperçu, se tenait près de la porte, une simple lanterne à la main. Il se trouvait là au moment opportun. Avant cela, il était considéré comme une personne superflue, mais il aidait discrètement à éclairer chaque indice. Tout cela ressemblait au travail d'un maître verrier, discret, régulier, sans mots superflus. Alors le vieil homme Matteo demanda la parole devant le greffier. Il reconnut avoir laissé les recettes du monastère entrer dans la maison. Il reconnut ne pas avoir vérifié le texte, car il croyait au sceau. Il a dit qu'il voyait maintenant comment, sous le couvert de soins,
on dissimulait la contrainte. Il a demandé protection pour Marguerite et s'est dit prêt à subir le châtiment pour son aveuglement. Sa voix ne tremblait pas, mais ses mains étaient froides. Le greffier ne fit aucune promesse. Il dit qu'il transmettrait le message à l'évêque. Il dit qu'une décision serait prise à l'aube. À l'aube, un brouillard blanc recouvrait le village. La vie suivait son cours comme d'habitude. On allumait le poêle, on nourrissait le bétail, les femmes allaient chercher de l'eau. Personne ne savait que pendant la nuit, les hommes de l'évêque avaient parcouru le monastère comme des ombres. Dans la chambre du clerc, un nouveau livre, qu'il n'avait pas eu le temps de cacher, était posé sur la table. Il contenait des notes sur l'aide aux nécessiteux, avec une mention concernant le remboursement au protecteur. Chaque ligne était associée au nom des femmes qui, récemment, avaient fui la porte de l'herboriste. La commission épiscopale arriva le jour même, mais sans tambour ni trompette. Ils entrèrent par la porte latérale et appelèrent immédiatement le clerc. Il dit qu'il ne savait rien, que les paroissiens parlaient à tort et à travers, qu'on ne lui avait pas remis le cahier. Il dit que les femmes inventaient tout cela. Il parlait calmement, mais ses yeux allaient et venaient. Lorsque le greffier posa les fragments des sceaux sur la table et les assembla, il obtint 2 motifs liés. Il regarda le clerc et ne dit pas un mot. Le clerc se couvrit le visage de ses mains. Marguerite se tenait silencieusement près du mur. Elle ne cherchait pas à attirer les regards. Elle savait qu'il était dangereux de se souvenir de sa mère à ce moment-là, car cela la relierait à son protecteur. Mais le destin l'avait conduite à cela. Le régisseur du domaine entra dans la pièce. Il se mit à affirmer que la cour avait toujours fait des dons aux pauvres. Il se mit à parler de miséricorde et de sollicitude. Le greffier lui demanda d'expliquer pourquoi le précieux cire de la boutique de la ville, inscrit dans le livre de Lambert, se trouvait sur les sceaux du monastère, précisément les jours où les cahiers sur les rites mentionnaient des sommes pour des visites nocturnes. L'intendant se tut. Lambert, qui n'était pas un homme d'église, mais qui avait un compte bien rempli, montra alors ses notes. Il avait vendu ce lot de cire à une maison noble. Il nota qu'un des rubans pour les sceaux était unique, avec une erreur de fabrication. Ce ruban se trouvait maintenant sur la table du greffier. Lambert dit qu'une telle erreur se produisait 1 fois par an. Les personnes présentes dans la pièce comprirent que les preuves ne se trouvaient pas dans les mots, mais dans les objets. Le clerc a alors donné le nom du sacristain du monastère. Il a dit que c'était lui qui avait glissé les recettes. Il a dit que ces feuilles avaient été apportées avec le sceau et qu'il avait cru. Il a dit qu'il pensait au calme et à l'ordre et non aux gens. Il a dit qu'il ne voulait pas que le nom du noble soit sali. Il n'a pas prononcé le mot « père », mais tout le monde a compris vers qui il se tournait en couvrant la faute d'autrui. Le lien caché est devenu évident. La commission a décidé de procéder à une inspection du domaine. L'intendant s'y est opposé, mais n'a pas pu refuser. Dans le coffre du protecteur, ils ont trouvé un autre sachet avec des rubans, identique à celui du clerc et à celui trouvé dans la cave du monastère. Dans le livre de compte du domaine, ils ont trouvé des notes sur le remboursement des dépenses pour les besoins du monastère, à côté des dates des rituels nocturnes. La cour se vantait de sa générosité, mais cette générosité n'était qu'un voile cachant une réalité bien plus sombre. Le soir, les habitants du village ont commencé à discuter de la tournure que prendraient les événements. Certains craignaient que tout le monde soit accusé et que le village soit puni. D'autres craignaient que le monastère ne se venge. D'autres encore disaient que le clerc partirait et que tout serait oublié. Margarita écoutait et se taisait. Elle comprenait que son écriture n'était qu'une clé parmi d'autres. Il fallait un revirement qui se mettrait en place à la toute fin. Ce rebondissement fut provoqué par une personne à laquelle personne n'aurait pensé. Le sonneur de cloche apporta chez l'herboriste un vieux moule en fer pour les seaux. Il l'avait trouvé derrière la sacristie, où l'on jetait les objets cassés.
Il remarqua qu'une partie du motif sur le moule correspondait à celui des fragments dans la boîte, mais qu'il y avait une petite fissure qui permettait de reconnaître à qui appartenait le moule. Il ne savait pas écrire, mais il savait reconnaître le fer. Il montra la fissure au scribe. La fissure était identique à celle du sceau du clerc. Cela signifiait que les sceaux étaient donc fabriqués au même endroit par les mains du sacristain et que le clerc conservait une partie des moules chez lui. Le sonneur de cloche, que tout le monde considérait comme un moins que rien, était devenu celui sans qui le motif n'aurait pas pu être reconstitué. Cet homme sous-estimé s'était avéré être celui qui avait transformé les conversations en preuves. Lorsque le greffier eut rassemblé toutes les preuves, il déclara que le rapport serait sévère. Il affirma que le monastère couvrait les affaires d'autrui, que les rites servaient de paravent à la violence et que le clerc ne défendait pas les gens, mais l'honneur de la cour qui lui était lié par le sang. Il a déclaré que le vieil homme Matteo reconnaissait sa culpabilité et demandait la possibilité de se racheter. Il a ajouté que Marguerite avait besoin de protection en tant que témoin. La nouvelle se répandit dans les maisons. Les femmes sortaient à la porte et regardèrent la route, comme si leur peur passée devait passer par là et se dissiper. Mais les peurs ne marchent pas, elles restent dans les têtes. Alors Marguerite fit ce qui semblait être une petite chose, mais qui devint une grande chose. Elle a accroché une petite plaque en bois à la porte de l'herboriste. Il y était écrit que la maison n'accueillait plus de rituels secrets et que chaque décoction serait enregistrée et signée de 2 mains, la sienne et celle du vieil homme. Cela semblait simple, comme une inscription dans un livre de comptes, mais cela signifiait la fin des visites obscures. La maison noble tenta de riposter. Un collecteur apparut sur la place et annonça que Marguerite répandait des calomnies. Il dit que la cour allait porter plainte. Il tenta de disperser les gens, comme un berger chasse son troupeau. Mais une femme, blanchisseuse et amie de la défunte mère de Marguerite, s'avança dans la foule. Elle a dit qu'il y a de nombreuses années, elle avait vu le même noble la nuit près du mur du monastère. Elle a dit qu'après cette nuit-là, son amie était tombée malade et était morte 1 an plus tard. Ces mots ont résonné comme du métal fin. Les gens l'ont cru, non pas parce qu'elle criait, mais parce que son histoire correspondait à toutes les preuves trouvées. Le 3e jour après l'arrivée de la commission, le clerc fut démis de ses fonctions. Il fut envoyé dans une autre maison, loin de la ville. Le sacristain du monastère fut enfermé dans une cellule en attendant la décision de l'évêque. L'intendant fut contraint de rembourser l'argent des dons faits sous couvert. La cour a été condamnée à payer des bougies pour toutes les victimes et à nourrir la cantine du monastère pendant 1 an sans droit de sceller. Ce n'était pas une peine de prison, mais une reconnaissance publique de culpabilité. Pour la colonie, cela signifiait plus que le fouet. Matteo demanda à la commission d'accorder à Marguerite le droit d'enregistrer et de conserver les cahiers. Le greffier accepta. Il lui remit un livre fin aux pages vierges et lui dit par intermédiaire qu'elle devait désormais veiller à l'ordre au lieu de l'impression. Marguerite prit le livre et sentit son poids, qui ne l'écrasait pas. On ne lui avait pas donné de l'or, mais de la confiance. Il restait un dernier maillon, discret et important. Lambert, le collecteur de factures venu de loin, s'apprêtait à partir. Il fit savoir à Marguerite par l'intermédiaire d'un intermédiaire qu'il avait connu sa mère. Il raconta qu'il y a de nombreuses années, une jeune blanchisseuse l'avait aidé à récupérer son argent lorsque le monastère avait échangé les sacs. Il a dit qu'à l'époque, cette femme l'avait sauvé de la ruine et qu'il n'avait pas eu le temps de la remercier. Il a dit qu'il avait maintenant accompli son devoir. Il a laissé chez l'herboriste un sachet d'argent pour les médicaments et un livre aux pages vierges. C'était un bienfaiteur inattendu, venu non pas parce qu'il voulait la gloire, mais parce qu'il se souvenait de son devoir. Le soir, Marguerite était assise près de la fenêtre avec un livre. Elle pensait à la façon dont tout avait commencé avec un nœud serré laissé dans la nuit. Elle pensait à la façon
dont les rumeurs s'étaient transformées en chiffres, les chiffres en fragments de sceaux, les fragments en un motif entrelacé, le motif en une décision. Elle pensait à la façon dont la petite habitude du sonneur de cloche de ramasser les objets cassés était devenue la clé, à la façon dont le marchand venu de loin s'était avéré être le maillon manquant, à la façon dont le vieil homme avait reconnu son erreur au lieu de la cacher. Elle pensait que dans leur monde, il n'y avait pas de victoire rapide, mais seulement les mouvements lents de personnes qui finissaient par cesser de se taire. Depuis lors, la colonie est devenue différente. Ni meilleure ni pire, mais plus honnête. Les gens ont apporté leurs anciens rites dans la maison de l'herboriste, non pas comme un secret, mais comme un récit. Chaque cas a été consigné en termes simples. Il n'y a pas eu d'insultes ni de dénonciations bruyantes. Il y a eu des aveux et de l'ordre. C'est cela qui est devenu la justice. Personne n'a récupéré les années perdues, mais on a mis fin à ce qui aurait pu durer encore longtemps. Marguerite ne cherchait pas à se venger. Elle notait les herbes et les dates comme elle savait le faire. Elle considérait les empreintes comme des objets et non comme des miracles. Quand on lui demandait comment elle avait réussi, elle répondait en racontant qu'elle avait simplement rassemblé ce que tout le monde voyait, mais ne reliait pas. Son talent discret l'avait emporté sur le statut, car il était plus patient et plus honnête. Un jour, une nouvelle fille arriva dans le village, amenée de la cuisine du monastère. Elle se tenait sur le seuil et tenait un chaudron vide. Marguerite lui donna une feuille de cahier et lui dit par interprétation que tout travail commence par l'écriture. La jeune fille sourit et s'assit à côté d'elle, tandis que la cloche dans la tour émettait un son court, aigu et prolongé. Le sonneur leva la tête et sourit à son tour. Il comprit que sa boîte remplie de ferraille avait trouvé sa place dans l'histoire d'une autre. Tout cela n'était pas un miracle. C'était le fruit du travail et de la mémoire. Et si quelqu'un apportait désormais un paquet dans la nuit, ce n'était pas pour semer la peur, mais pour formuler une demande. Noter, regarder, comparer. Ainsi s'achève l'histoire de la façon dont, au XIVe siècle, dans le nord de l'Italie, dans un petit hameau monastique, des gens ont révélé au grand jour ce qu'ils avaient longtemps caché sous le sceau du secret. Le dénouement ne vint pas avec une lance ni un incendie, mais avec un cahier où chaque ligne était à sa place. Cela suffit pour que les dernières ombres se dissipent.